On l'a connu excentrique, businessman, bulldozer, mais là, Trump est à la limite du pétage de plomb. Il accuse même cet homme d'être le plus bête et le plus destructif du gouvernement. Je parle évidemment de Jérôme Powell, et je t'explique ce qu'il a fait pour autant énerver le président des États-Unis dans cette vidéo. Salut, moi c'est Jay, nous sommes le vendredi 20 juin 2025, et aujourd'hui on va analyser le Bitcoin, l'Ethereum, et décoder ensemble les actualités crypto. Alors est-ce que t'es prêt? On va commencer. Et j'en profite pour te rappeler que si mes vidéos te sont utiles, dis-le moi en commentaire, lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités crypto. Et on commence tout de suite avec une vue d'ensemble sur le marché qui est encore rouge aujourd'hui pour pas changer. Mais rien de dramatique, hein. Bitcoin a perdu 0,7%, Ethereum a perdu 0,8%. Autant dire qu'on n'a pas bougé. Par contre, les alts, elles, à chaque fois, hein. Il suffit qu'on corrige un tout petit peu sur le Bitcoin pour que les altcoins prennent Bagdad. Et notamment Hype, vous voyez, moins 6,7%, ce qui est assez étonnant, parce que d'habitude, Hype, il est plutôt solide. Hein. Quand Bitcoin monte, Hype explose. Quand Bitcoin corrige, Hype explose aussi. Et là, pourtant, alors que Bitcoin n'a quasiment pas corrigé, Hype a perdu 6,7%. Bon, en même temps, vu le run qu'ils nous ont fait depuis leur lancement, c'était un peu compréhensible, hein. Les arbres ne grimpent pas jusqu'au ciel. Et alors, on a l'indice de la peur et de la cupidité qui se stabilise, vraiment dans la neutralité. Entre les nouvelles économiques bullish et les nouvelles géopolitiques bearish, finalement, les deux effets s'annulent, on se retrouve dans un sentiment de marché complètement neutre. Personne n'a peur, personne n'est cupide, finalement, on est dans la neutralité. Et le Bitcoin est à plus de 100 000 $. Donc finalement, c'est une bonne chose. Ça veut dire que le seuil de stabilité du Bitcoin, c'est maintenant au-dessus de 100 000 $. Enfin, en tout cas, le seuil psychologique. Mais on en parlera un peu plus tard dans la vidéo. Et on commence les news par cette grosse fuite de données qui a eu lieu hier. On a 16 milliards de mots de passe qui ont leaké, donc qui ont fuité, que ce soit sur les réseaux Apple, Facebook ou Google. Donc si vous aviez déjà des doutes sur votre mot de passe, sur sa sécurité, est-ce qu'il est assez fort ou pas, je vous conseille très vivement de changer vos mots de passe dès maintenant et d'en mettre un beaucoup plus solide. Je vous donne une méthode très simple pour vous créer un mot de passe qui change en fonction de chaque site, mais que vous n'oublierez pas pour autant, puisqu'en fait, il suffit de composer un algorithme. Et après, libre à vous de composer votre algorithme comme vous voulez. Vous pouvez par exemple, un exemple vraiment tout bête, hein, imaginons que j'ai envie de créer un mot de passe pour Facebook. Eh ben, je peux dire que mon mot de passe pour Facebook, ce sera les 3 premières lettres de mon prénom, puis les 3 premières lettres du site concerné, donc FAC pour Facebook, ensuite les 3 premières lettres de mon nom de famille, puis un nombre à 3 chiffres dont je me rappellerai, et enfin un caractère spécial. Et en fonction du site, ce mot de passe changera, puisque les 3 premières lettres changeront évidemment. Vous pouvez aussi intégrer une majuscule par-ci, une majuscule par-là, ou un caractère spécial par-ci, un caractère spécial par-là. Je vous ai dit de le mettre à la fin, mais vous pouvez le mettre au début, au milieu. C'est à vous de vous constituer votre propre algorithme dont vous vous rappellerez. La seule chose qui change à l'intérieur, c'est ce qui est propre au site sur lequel vous mettez ce mot de passe. Donc du coup, vous pourrez toujours vous en rappeler. Là, je vous ai dit les 3 premiers caractères, mais vous pouvez mettre les 4 premiers caractères, les 2 premiers caractères, le nom de jeune fille de votre femme, le prénom de vos enfants, peu importe. Vous créez un algorithme qui vous est propre, et dans cet algorithme, il y a une partie qui est dédiée au site sur lequel vous rentrez votre mot de passe, et donc du coup cette partie devient variable. C'est un mot de passe unique pour chaque site, et pourtant vous vous en rappellerez toujours. Et alors, si vous voulez savoir si vos mots de passe sont leakés, fuités, vous pouvez aller voir directement sur le site de cybernews.com, ce sont eux qui ont découvert cette fuite. Je vous mets le lien dans la description, mais sinon vous n'avez qu'à recopier l'adresse que vous voyez juste en haut. Et alors, news suivante, on a la famille Trump qui a réduit sa participation dans la World Liberty Financial de 60% à 40%. Sur la base des valorisations de marché comparables, la vente pourrait leur avoir apporté environ 190 millions de $, dont environ 135 millions de $ pourraient revenir directement à Donald Trump. Ça ressemble tout doucement à une sortie partielle de la compagnie. Je vous rappelle, cette société, c'était la société financière de la famille Trump. Ils en détenaient la majorité des parts, aujourd'hui ils redescendent à 40%. Alors qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête? Honnêtement, je pense à une petite sortie en douceur, mais une chose est sûre, c'est que tout est calculé. Il y a forcément un objectif derrière tout ça. Est-ce que c'est pour se couvrir pour une fois qu'il sera plus président? Est-ce qu'ils ont fait assez de profit et qu'ils ont senti que le vent était en train de tourner? Bon, dans tous les cas, n'ayez pas la naïveté de croire que c'est un mouvement complètement anodin. Chez ces mecs-là, tout est forcément calculé. Et alors, news suivante, on a BlackRock qui, avec son ETF Bitcoin, détient maintenant 3% de la supply Bitcoin. 3%, c'est énorme. Là, sur ma calculette, ça fait 570 000 bitcoins, si on considère qu'il y a 19 millions de bitcoins en circulation actuellement. Et si on multiplie au taux actuel, on va dire 105 000 $, ça fait quasiment 60 milliards de dollars. Hein. C'est énorme et c'est tant mieux. Ça veut dire que le Bitcoin est complètement en train d'être adopté, et donc c'est bon signe pour la suite. Et alors, news suivante, on a BlackRock qui a acheté pour l'équivalent de 750 millions de $ d'Ethereum juste sur le mois de juin. Et ils n'en ont pas vendu un seul. Et c'est pour ça que l'Ethereum est solide en ce moment. Comme on le voit dans chaque vidéo en analyse technique, Bitcoin a beau corriger, l'Ethereum lui est plutôt solide. Il est en train d'osciller dans un range, alors que le Bitcoin, lui, a bien corrigé depuis les 110 000 $. Et ben c'est normal, avec tous les inflows des ETF, forcément ça soutient le prix. Alors, news suivante, on a Coinbase qui a lancé Coinbase Payments, c'est un système de paiement en USDC, donc en stablecoin, sur la blockchain Base, désormais intégré à Shopify, et ça permet des paiements en stablecoin avec des fonctionnalités similaires à une carte. Donc ça inclut l'autorisation, la capture, le remboursement et le séquestre via des contrats intelligents directement sur la blockchain.
blockchain. Puisque comme je vous le rappelle, la loi sur les stablecoins, le Genius Act, a été votée au Sénat ce mardi. Donc c'est tout récent. Et forcément, c'est en train d'ouvrir la voie aux stablecoins aux États-Unis, mais également du coup dans le monde entier. D'ailleurs, du coup, on a Visa qui a élargi ses opérations de stablecoin en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, en s'associant avec la plateforme d'échange crypto africaine Yellowcard. Là, vous vous rendez compte, on a la planète entière qui est en train d'adopter les crypto-monnaies et la technologie blockchain. Ça fait des années qu'on le dit, mais évidemment, il faut le voir pour le croire. Alors ça, c'est pas vraiment une news, mais Cointelegraph nous fait remarquer que le Bitcoin n'est pas descendu en dessous des 100 000 $ pendant plus de 40 jours. Ça fait 40 jours qu'il est au-dessus des 100 000 $. Est-ce que c'est son nouveau seuil de support? Est-ce qu'il descendra plus en dessous de ce niveau? Écoutez, je pense pas, hein. Mais c'est plutôt bien, on est en train de se stabiliser, c'est très très bien. Par contre, comme je vous le disais dans une précédente vidéo, pour moi les 100 000 $, c'est un seuil psychologique à deux niveaux. Le premier, c'est que c'est un seuil qui est considéré comme acquis. La preuve, c'est que, vous voyez, ça fait 40 jours qu'il reste au-dessus des 100 000 $. Donc dans l'esprit des gens qui ne sont pas encore entrés dans la crypto, le Bitcoin est déjà au-dessus des 100 000 $. Qu'il dépasse les 110 000, les 112 000, les 115 000, même les 120 000 $, finalement, ça leur fait rien du tout. Parce que quoi, 120 000, c'est quoi? C'est 20% de plus que 100 000. Finalement, il n'y a plus de hype parce que les gens ne sont pas impressionnés. Nous qui sommes dedans, on sait que redépasser un ATH, c'est énorme, c'est super bullish pour la suite. Mais pour le commun des mortels qui n'est pas dedans, il se dit, bon, le Bitcoin est à 100 000 $, ouais, ok, il a tapé 110 000, ok, 115 000, bah finalement c'est rien du tout par rapport à 100 000. Que ce soit 100 000 ou 115 000, finalement pour eux c'est pareil. Mais ça a été pareil pour tous les seuils psychologiques en fait. Au départ le Bitcoin valait quelques centimes, quand il a atteint 10 $, tout le monde était euphorique. Quand il a atteint 100 $, mais alors là c'était la fête au village. Puis en 2017 il a dépassé les 10 000 $, il a quasiment atteint les 20 000 $. Son ATH de 2017 c'était 16 900 $. Et en 2020 quand il a dépassé les 20 000, après être descendu à 4 500 $ à l'annonce du Covid, rappelez-vous. Et ben au moment de passer les 20 000 $, c'était énorme. En 2021, on a eu une euphorie incroyable. Parce qu'en partant de 4 500 $ et en dépassant 20 000 $, déjà on était à plus de x4. Et sur le bull run 2021, le Bitcoin a atteint 69 000 $. Donc plus de x12 par rapport à son bottom. Forcément, il y avait de l'euphorie. Alors c'est vrai que pendant le bear market 2022, le Bitcoin est descendu à 15 000. Et qu'aujourd'hui, on est déjà à 105 000 $. Donc on a quasiment fait x8. Mais les 100 000 $, on les a passés au mois de décembre déjà. Décembre 2024. Donc ça fait déjà quelques mois que les 100 000 $ ont été passés. Donc finalement, maintenant, dépasser les 110, les 112, les 115, pour le commun des mortels, c'est rien du tout. Et le deuxième effet de la barrière psychologique des 100 000 $, c'est que pour le commun des mortels, le Bitcoin est trop cher. Ils se disent que bah oui, le Bitcoin est déjà super haut, ils voient pas l'intérêt d'en acheter. Certains pensent même qu'il n'est pas divisible et que s'il faut acheter du Bitcoin, il faut acheter tout un Bitcoin entier. Ils disent bah oui, bah moi j'ai pas 100 000 $ à mettre dans le Bitcoin, hein. Donc du coup, ils restent sur la touche. Et pour ceux qui finalement s'y intéressent vraiment et qui arrivent sur le marché crypto, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent effectivement que le Bitcoin est trop cher. Et donc qu'est-ce qu'ils font? Belle erreur de débutant, ils se positionnent uniquement sur les altcoins, sur les petits market cap en espérant faire des coefficients multiplicateurs délirants. Ils vont chercher du x10, x15, x20, x100 et donc ils vont mettre toutes leurs économies sur des cryptos qui vont se faire diviser par 3, 4, 5, 10, ils vont se faire rincer et ils vont plus jamais revenir. Et c'est ce qui s'est passé pour énormément de personnes au mois de novembre-décembre 2024. Tout le monde a cru que c'était déjà l'alt season, alors qu'on est en pleine Bitcoin season. Et comme beaucoup d'alt avaient performé, et ben ils se sont dit que c'était le moment. Et même si sur les premiers jours, voire semaines, ils avaient pu avoir raison, puisque tout montait, on avait une petite phase d'euphorie, et ben très rapidement, ils ont déchanté. Et malheureusement, tout cet inflow de retail dont on a bénéficié au mois de novembre et décembre, et ben on n'en bénéficie pas aujourd'hui, puisque ces personnes-là sont dans le bouillon. Ils sont sous l'eau. Là, aujourd'hui, il faut même plus leur parler de crypto, parce qu'ils sont tellement dégoûtés qu'ils ont plus envie de réinvestir. Alors que pourtant, c'est quand on est dans le rouge, il faut renforcer ses positions, moyenner son prix d'achat à la baisse en rachetant également. Sauf que quand on est débutant, évidemment, on n'a pas gardé de trésorerie, on n'a plus de cash disponible, et donc on n'a pas de quoi réinvestir. La seule chose qu'on peut faire, c'est pleurer et attendre. Mais vous qui suivez la chaîne, vous connaissez bien maintenant tous ces principes, puisque je vous les rabâche à chaque vidéo. Mais si tu es nouveau et que tu n'as pas encore franchi le cap d'acheter tes premières crypto-monnaies, je te conseille vivement la vidéo que j'ai faite sur comment investir en crypto en 2025. Je te mets un petit lien en haut à droite et dans la description. N'hésite pas à aller la regarder, elle est un peu longue, mais c'est un tutoriel complet pour débuter dans les crypto-monnaies. Donc n'hésite pas à aller la voir. Et alors, dernière news, vous savez, je vous en ai parlé dans la vidéo de mercredi, mais il y a eu le discours du FOMC de Jérôme Powell quant à la hausse, la baisse ou le maintien des taux directeurs. Et évidemment, sans surprise, les taux directeurs ont été maintenus. Donc ils sont à plus de 4% aux États-Unis, quand en Europe, on est à 2%. Et dans la vidéo mercredi, je vous disais qu'effectivement, Powell avait raison de ne pas les baisser. Même si l'inflation est en baisse, la guerre des tarifs qu'a lancé Donald Trump au mois d'avril n'a pas encore provoqué de conséquences. On ne peut pas encore palper ses effets. Donc il serait un peu prématuré aujourd'hui de baisser les taux alors qu'on ne sait pas quels vont être les effets de cette guerre des tarifs douaniers défendue par Donald Trump. Cette guerre des tarifs revient ni plus ni moins à du protectionnisme. Et historiquement, on sait très bien ce que donne le protectionnisme. Il faut augmenter l'inflation. Puisque les droits de douane étant augmentés, le prix du produit final est lui-même augmenté. Et qui paye le produit final? Le consommateur. Donc il y a une hausse des prix. Mais il n'y a pas
que ça, puisque du coup, les États-Unis vont moins commercer avec le reste du monde. Donc du coup, leurs sociétés en local, en interne, vont être en situation quasi monopolistique et vont pouvoir augmenter leurs prix. Donc on a une espèce d'inflation latente là qui est en train de peser sur la tête des Américains comme une épée de Damoclès. Et on a Jérôme Powell qui a envie de la jouer safe du coup, pour protéger l'économie américaine, normal. Mais à côté de ça, on a Donald Trump qui est en train de péter un câble. Il a déclaré que les taux d'intérêt devraient être réduits de 2,5% et a critiqué Jérôme Powell pour avoir retardé les baisses. Plus précisément, je te fais une traduction littérale, il l'appelle donc Too Late Jérôme Powell, coûte à notre pays des centaines de milliards de dollars, il est véritablement l'une des personnes les plus incompétentes et destructrices au sein du gouvernement, et le Conseil de la Réserve fédérale est complice. L'Europe a effectué 10 baisses de taux, nous n'en avons eu aucune. Nous devrions être à 2,5 points de moins et économiser des milliards sur la dette à court terme de Biden. Nous avons une inflation faible. Too Late Powell est une honte pour l'Amérique. Et oui, ça l'énerve le Trump, pourquoi? Parce que Jérôme Powell c'est le président de la Fed, et la Fed c'est un organisme qui n'est pas contrôlé par le gouvernement. Donald Trump n'a pas le pouvoir de remplacer Jérôme Powell. Il a annoncé plusieurs fois qu'il voulait le virer, mais il n'en a pas le pouvoir. Et heureusement. Donc forcément, Trump là, il est bien vénère, parce que non seulement Powell, il fait pas ce qu'il veut, parce qu'en plus, il n'a pas le pouvoir de le remplacer, et qu'évidemment, tout ça, ça attaque son ego. Et oui, on peut être le président de la plus grande puissance économique et militaire mondiale, et ne pas avoir le droit de tout faire. Dommage. Et c'était tout pour les news, on passe tout de suite au calendrier économique. Aujourd'hui, à 14h30, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. Autant vous dire que tout le monde s'en fout. Donc c'est pas ça qui va faire bouger le marché. En revanche, hier on était jour férié. Donc il n'y a pas eu de session de trading hier. Il n'y a pas eu non plus d'inflow sur les ETF Bitcoin et Ethereum. Et du coup ce que ça implique c'est qu'aujourd'hui, dernier jour de la semaine, les marchés peuvent sacrément bouger sur la session US. À la hausse ou à la baisse. J'ai ma petite idée, on va en parler tout à l'heure en analyse technique. Et on passe tout de suite sur la liquidation heatmap et on voit qu'effectivement, vous voyez, hier on a bien consolidé, on est resté dans un tout petit range parce qu'effectivement, New York étant fermé, on n'a pas eu de grosse volatilité. Toute cette descente là s'est faite sur la journée de mardi. Et depuis mercredi, encéphalogramme plat. Et pourtant, on a pas mal de liquidités à venir chercher juste en dessous et énormément juste au-dessus. Enfin, juste au-dessus, à 111 000 $ quand même. Donc qu'est-ce qui sera touché en premier? Les 102 000, voire les 100 000, voire même les 95 000 $? Ou les 111 000 $? Et si on regarde en daily, je te rappelle que ça veut dire que chaque bougie représente une journée. Vous voyez qu'on est en train d'osciller, comme je vous l'avais dit. Effectivement, il fallait bien qu'on digère cette belle hausse qu'on a effectuée depuis le mois d'avril. Je vous ai montré dans la précédente vidéo, on a pris plus de 50% en un mois et demi. Donc là, forcément, le prix est en train de digérer, donc on consolide. Moi, je vous disais que le prix devrait certainement, en plus d'avoir récupéré les liquidités qui étaient ici, donc sur ce niveau-là à 100 400 $, il y a une belle zone d'imbalance, là, ce qu'on appelle un fair value gap, une zone de déséquilibre, où le prix en fait n'a pas été contesté. Pendant toute une journée, le prix n'a fait que monter, et donc ça crée une zone de déséquilibre où il y a plein d'ordres qui ont été laissés ici. Et donc, il ne serait pas étonnant de venir la retravailler un petit peu avant d'avoir le jus nécessaire pour repartir à la hausse. Il serait même pas complètement déconnant de venir travailler cette zone de support. Donc, entre les 97 000 et les 93 000 $. Alors, est-ce qu'on va tout de suite venir la chercher? Pas forcément. Mais jusqu'à présent, malgré la guerre déclenchée entre Israël et l'Iran, je trouve que le marché a été plutôt robuste. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de temps de latence? Est-ce que c'est pas maintenant qu'on va se taper la belle correction attendue à cause de la guerre? Écoutez, moi je pense que ce serait pas déconnant, comme je vous dis, d'aller non seulement respirer par le bas, mais surtout de se diriger vers le bas de ce canal baissier. Vous savez, au départ, il était plutôt comme ça, vous voyez? Et puis finalement, on a fait une petite hausse, et quand on élargit un petit peu la time frame, vous voyez, le canal baissier serait plutôt comme ça. Donc là, si le prix vient toucher les 98 000, bon, ce serait pas déconnant, quoi. À voir ce que la session de cet après-midi va nous donner. Quant à l'Ethereum, lui, je vous disais, il a été plutôt solide face au Bitcoin, notamment grâce aux inflows sur les ETF. Et vous voyez, quand le Bitcoin a plutôt corrigé à la baisse, qui s'est plutôt retrouvé dans un canal baissier, l'Ethereum, lui, il est dans un canal horizontal, qu'on appelle un range. Alors, il l'avait cassé à la hausse, qu'on appelle un fake out, c'est-à-dire il a cassé, puis finalement, il a réintégré rapidement. Et là, il a fait une pattern un petit peu qui me dérange, moi, puisque d'abord, il fait un beau bullish flag, donc c'est un drapeau haussier, donc ça laisse présager que le prix va exploser après à la hausse. Le problème, c'est que après avoir cassé le canal à la hausse, il est re-rentré directement et violemment. Vous voyez, il a quasiment touché le bottom du canal. Et ça ressemble à une pattern qu'on appelle en SMC une pattern AMD, c'est-à-dire accumulation, manipulation, distribution. SMC, ça veut dire Smart Money Concept. C'est une stratégie de trading qui a été inventée par ICT, Inner Cycle Trading. C'est un trader qui trade plutôt sur le Forex, mais sa méthode s'est vachement démocratisée ces dernières années et elle est beaucoup utilisée. Et sur la crypto, elle marche, mais il faut savoir bien l'utiliser et plutôt sur les hautes time frames. Donc pour l'instant, on n'a pas encore eu la phase de distribution, d'autant plus que l'Ethereum fait des plus bas de plus en plus haut, alors que le RSI fait des plus bas de plus en plus bas. Et on appelle ça une divergence cachée haussière. Donc normalement, le prix d'Ethereum aurait dû exploser à la hausse. Sauf que c'est ce qu'il a fait, et maintenant les plus bas que l'Ethereum fait sont toujours de plus en plus hauts. Vous voyez, on suit cette trendline, mais cette fois-ci sur le RSI, on ne va pas plus bas. Donc il n'y a plus de divergence. C'est dommage, la divergence était plutôt belle. Mais quand on regarde le ratio Ethereum-Bitcoin, on voit que cette divergence persiste. Vous voyez, le ratio fait des plus bas de plus en plus haut, alors que le RSI fait des plus bas de plus en plus bas.
Donc on a bien cette divergence haussière cachée sur le ratio Ethereum-Bitcoin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que normalement, a priori, l'Ethereum devrait surperformer le Bitcoin sur les prochains jours, voire semaines. C'est ce que nous dit cette divergence, hein. Attention, il n'y a jamais de 100% en trading. Nous, on serait tous millionnaires. Mais bon, on constate une chose, c'est que l'Ethereum est plutôt solide face au Bitcoin ces derniers temps. Et c'est normal parce qu'effectivement, les ETF en achètent à tour de bras. La Bitcoin dominance, quant à elle, continue de monter, vous voyez. Même si c'est un tout petit peu, bah écoutez, elle continue de monter, hein. On est quasiment à 65%, on est quasiment au plus haut qui était là. Et c'est encore une fois l'occasion pour moi de vous le rappeler. N'espérez pas avoir snipé le top de la Bitcoin dominance, ce n'est pas le moment de se positionner sur les alts. Le moment le plus safe de se positionner sur les alts, c'est d'attendre que la Bitcoin dominance casse ce canal haussier. Et le casse franchement, pas comme en novembre où on s'est fait ravaler. Soyez encore patient, ne mettez pas toutes vos billes sur des petits projets, vous risqueriez de perdre gros. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu trading puisqu'on m'a fait la remarque en commentaire. Et c'est vrai, ces temps-ci, j'avais pas beaucoup tradé, j'ai pas eu beaucoup de temps. En revanche, mercredi, j'ai pris un beau trade sur le Bitcoin que j'ai d'ailleurs partagé en direct sur le Discord privé. Si t'as envie de nous rejoindre, n'hésite pas, il est complètement gratuit. Je te mets le lien en description et en commentaire épinglé. Et donc comme tu le vois, j'ai parié à la baisse parce que vous voyez, on était dans cette belle tendance baissière là qui avait été initié mardi, donc on était plutôt baissier, et qu'est-ce que je vois? Donc c'était mercredi matin, le prix était en train de remonter à la hausse. Donc on avait cette trendline comme ça. Sauf que mercredi matin, qu'est-ce qu'on fait? On vient casser cette trendline, et finalement on se retrouve dans le sens de la tendance de départ, de la tendance globale. On la voit mieux si on passe par exemple en 1 heure, on était baissier, vous voyez, on était baissier, et donc là, même si on était en train de respirer, ça ne voulait pas dire qu'on repassait en tendance haussière. Enfin, on passait en tendance haussière, mais à très court terme, pour du scalping. Et donc, en 5 minutes, quand je vois qu'on casse cette tendance haussière, cette micro-tendance haussière, cette respiration, eh ben, c'est pour moi l'opportunité de rentrer dans le sens de la tendance. Du coup, quand le prix a traversé, j'ai attendu un retracement. Faut jamais s'empresser, parce que si vous rentrez là en vous disant « bah ça y est, ça a cassé, c'est bon, je rentre », non, vous avez toutes les chances de vous faire sortir, surtout si vous tradez serré comme moi. Donc là, je vois qu'on a traversé, je vais chercher un retracement. Donc j'ai pris mon outil Short Position, je l'ai placé à peu près là, parce qu'ici, il y avait un beau fair value gap sur 15 minutes. J'ai placé mon stop loss à peu près comme ça. Et j'ai d'abord sorti une partie de ma position ici, donc à 2 R. C'est-à-dire qu'à 2 R, j'ai sorti la moitié de ma position. Donc j'ai pris 1 R de profit. Et je n'avais plus que 50% de ma position engagée, donc 0,5 R. Et j'avais laissé mon stop loss ici. C'est-à-dire qu'en gros, sur ce mouvement-là, j'ai gagné 1 R, mais j'ai encore 0,5 R engagé. Donc si le prix était remonté et avait traversé mon stop loss par le haut, j'aurais perdu 0,5 R. Plus les 1 R que j'avais déjà empoché, ça aurait fait un gain sur ce trade-là de 0,5 R. Et alors on va me dire, mais ouais, mais Jay, mais pourquoi t'as pas pris 2 R directement ici, sortir toute ta position, et comme ça, bah c'est safe, c'est bon, t'as pris tes 2 R. Oui, c'est vrai, sauf que en fonctionnant comme ça, on peut pas attraper des gros mouvements. Alors que, en sortant 50 positions de la position ici, et en laissant mon stop loss là où il est, je laisse l'occasion à mon trade de respirer. Et donc je lui donne une chance, d'aller chercher des targets beaucoup plus bas. Et tout ça plus ou moins gratuitement, puisque je vous l'ai expliqué, à partir du moment où le trade a touché ce niveau-là, c'est-à-dire que j'ai sorti 50% de ma position, finalement c'est un trade qui est gratuit. Si le prix revient et me sort, je ne serai pas perdant. En revanche, s'il continue plus bas, bah là moi j'avais mis un premier TP ici, vous voyez, sous la liquidité qui était là, donc sur ce niveau-là. Donc j'ai ressorti 25% de la position à ce niveau-là. Là, on était à 4 R et j'ai sorti 25%. Donc j'ai sorti 1 R plus les 1 R que j'avais déjà empoché là. Donc je suis déjà à 2 R. Finalement, je les ai empochés les 2 R. Mais j'avais encore 25% d'engagé. Et j'avais mis mon TP sur ce niveau-là, juste au-dessus de la liquidité qui était là. Parce que je me suis dit, bon, on peut rebondir. Sauf que, vous voyez, le prix n'est pas venu chercher mon TP et il est reparti à la hausse. Mais là, moi, j'avais pas envie de laisser la position ouverte. J'ai baissé mon stop loss ici. Du coup, on appelle ça un stop win à ce niveau-là, sur les 104 900 $, au-dessus de ce haut précédent, parce que j'ai considéré que si on allait chercher ce plus haut et qu'on le dépassait, eh ben, ça allait casser cette tendance baissière. Et donc, c'est effectivement ce qu'on a fait. On est remonté jusque-là pour finalement repartir à la baisse et toucher mon TP que j'avais placé donc sur ce niveau-là et qui n'avait pas été touché auparavant. Donc, si effectivement j'avais laissé mon trade ouvert avec mon stop loss là où il était, eh ben, j'aurais fini par gagner complètement mon trade parce que vous voyez, ici, on est venu chercher ma zone de full profit. Et là, par contre, on n'a pas été jusqu'à me sortir jusqu'à mon stop loss. Comme quoi, parfois, hein, au lieu de toucher le trade, il vaut mieux laisser tourner. Hein. Moi, sur le coup, je voulais absolument sécuriser mes gains. Je n'avais pas envie d'avoir de PNL négatif, ne serait-ce que sur cette partie du trade qui est restée engagée. Donc, du coup, j'ai baissé mon stop loss ici. Ça m'a fait sortir. Bon, finalement, j'ai sorti 2,5 R. Hein, c'est pas dégueulasse. J'ai bien mangé sur le trade. Mais si j'avais pas touché, j'aurais pris encore plus. Après, il faut pas trop être cupide. Je pense que le trade a quand même été bien managé, bien géré. New York est venu chercher la liquidité jusque-là. C'est aussi un peu du hasard qu'ils se sont arrêtés juste avant mon stop loss.
Ils auraient très bien pu aller chercher la liquidité qui était ici et donc dépasser mon stop loss et me sortir. Donc bon, au final, l'un dans l'autre, j'ai pas pris trop de risques, j'ai sécurisé mes gains. Et en trading, on ne regrette jamais d'avoir pris des profits, puisque des profits restent des profits. Et c'était tout pour aujourd'hui. Si t'as aimé cette vidéo, dis-le moi en commentaire, lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités crypto. Allez, cheers!